Sophie Marinopoulos, 19 mai 2020. Bonjour Sophie Marinopoulos. Bonjour. Vous êtes donc à Uzès en France. C'est pas grave, vous avez oublié. C'est pas grave du tout. Pour reprendre des propos qui vous tiennent à cœur, parce que nous sommes au cœur aussi d'une émission qui est en partie littéraire, vous estimez que nous sommes des êtres de récit, des êtres de narration. En quoi est-ce que la littérature contribue à nourrir nos vies intérieures, particulièrement par ces temps-ci? La littérature, c'est véritablement des histoires et ça nous permet de nous inscrire dans le monde des mots. Alors, il y a toutes sortes d'histoires et il y a des littératures aussi pour les tout petits. Et je tiens beaucoup à rappeler à quel point nous sommes une espèce fabulatrice, pour plagier Nancy Houston, et que dès la naissance, nous aimons les histoires. C'est bien pour ça que la littérature enfantine, d'emblée, vient dire aux enfants: vous allez devenir locuteur de votre langue. Dans cette attente, nous vous proposons des histoires jusqu'à ce qu'un jour vous-même vous puissiez dire: il était une fois, pour vous raconter. Donc la littérature nous relie les uns aux autres. C'est véritablement une communion extrêmement importante quand on lit un récit, quel qu'il soit. On est inscrit et on se relie à celui qui l'a pensé pour nous, qui s'est projeté aussi dans les mots pour pouvoir nous les offrir. Il y a quelque chose du don dans le récit écrit. Vous-même, vous nous offrez des récits écrits, des histoires qui sont importantes puisqu'elles parlent de nous. Et en ces temps de coronavirus, pourquoi est-ce que vous avez ressenti cette urgence d'écrire ce livre qui s'appelle Un virus à deux têtes aux éditions Les Liens qui libèrent? C'est un livre numérique qu'on peut trouver en ligne. Pourquoi cette urgence et pourquoi un virus à deux têtes? Le virus a deux têtes, c'est parce qu'on parle beaucoup de ce coronavirus, la manière dont il attaque notre corps, mais on ne parle pas du tout comment il est en train de s'introduire dans notre psychisme et de nous affaiblir profondément avec des peurs que nous avons. Et d'ailleurs, nous construisons des retraits relationnels qui m'inquiètent énormément. L'autre deviendrait dangereux pour nous-mêmes, y compris les enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un virus à deux têtes. Et j'ai eu le besoin d'écrire, mais comme depuis maintenant des décennies, j'ai la chance de rencontrer des hommes, des femmes, des enfants qui viennent se confier. Et c'est c'est une énorme chance de recevoir cette confiance des autres. Et ça nous permet de mieux nous comprendre les uns les autres. Et je trouve qu'en retour, c'est mon devoir d'écrire. Bien entendu, je pars de leur histoire pour montrer comment nous vivons, nous, dans notre intimité, de manière à ce qu'on se sente justement moins seul. Très souvent, les femmes, vous savez que j'ai beaucoup de femmes qui viennent en rendez-vous, qui viennent me consulter, se sentent seules dans leurs émotions maternelles. Elles ont le sentiment que quand on a un enfant, il y a quelque chose de linéaire. On est amené à les aimer, à les admirer, à se sacrifier. Et je trouve que les moments où je peux coucher sur le papier leurs confidences en respectant leur anonymat, leur intimité, c'est l'occasion de dire à toutes les femmes, voilà ce qui nous habite, nous toutes, et nous ne devons pas avoir peur de nos émotions. Nous pouvons les affronter ensemble, les partager. C'est là vraiment la question du partage. Ce livre est composé de plusieurs parties, les 2 premières étant déjà en ligne. Elles nous parlent du confinement et du déconfinement. Il est vrai que, cette période de confinement, vous qui êtes, spécialiste de la famille en tant que psychologue et psychanalyste, vous avez pu observer que la famille a été mise à rude épreuve lors du confinement. Pourquoi et comment on peut aider les familles? Oui, le confinement a été véritablement une rupture pour les familles dans leur quotidien. C'est-à-dire que la rupture, c'est que du jour au lendemain, il y a une transformation immédiate de tout ce qui était vécu jusque-là. Donc,
la rupture, il y a un avant, il y a un après. Les familles se sont retrouvées confinées chez elles dans une nouvelle manière de vivre ensemble, avec parfois peu de possibilités d'échapper les uns aux autres, parce qu'on a besoin aussi de son intimité, on a besoin de distance, on a besoin de pouvoir se séparer pour se retrouver. C'est tout le mouvement de notre humanité, c'est se retrouver pour avoir le plaisir des retrouvailles. C'est dans les retrouvailles qu'on se raconte, c'est là où les mots surgissent. Même si la famille d'aujourd'hui était bien en peine ces derniers temps, plutôt dans un quotidien d'information plus que de narration. Tu as bien travaillé à l'école, tu as pris ta douche, voilà, que des petites injonctions ou des petites phrases courtes et informatives, mais peu de temps pour se parler. Donc la famille s'est retrouvée les uns sur les autres, privés finalement de ces temps de séparation, et ça les a beaucoup bousculés. On a vu des relations très frontales. Et je dis on a vu puisque l'ensemble des psychologues qui travaillent, psychologues, psychomotriciens et psychiatres qui travaillent pour mon association Les Pâtes au beurre, qui sont des espaces solidaires d'habitude, on vient nous voir au Pâtes au beurre, nous sommes dans une cuisine, c'est vraiment une pièce familiale que l'on partage avec les parents autour d'une collation. Et là, dès le confinement, dès le 19 mars, on a monté une ligne téléphonique pour être là de 9h à 21h, comme à notre habitude. Nous avons eu à cœur de leur dire, nous sommes confinés tous, mais vous n'êtes pas seuls. C'est absolument fondamental de savoir qu'il y a un endroit où on peut être écouté et entendu. Et on a entendu les détresses des parents, les détresses des enfants, la difficulté à s'adapter à cette nouvelle vie, la complexité lorsque l'on nous demande de devenir des enseignants, alors que nous sommes des parents. Vous voyez, toutes ces transformations qui étaient attendues par la société, on a vu des parents craquer en disant « mais je vais faire prendre du retard à mes enfants, je n'arrive pas à lui faire apprendre ses leçons ». Et on a dû beaucoup les soutenir pour aussi les aider à créer une autre manière d'apprendre ensemble. On peut apprendre en cuisinant, en faisant des activités très ludiques, des expériences artistiques. Il y a véritablement 1000 manières d'apprendre. Mais enfermés, je dis bien enfermés, ils ont eu du mal à certains moments à trouver les ressources. Vous parliez des femmes là tout à l'heure et c'est vrai que les femmes, elles se mettent particulièrement la pression. D'une part, elles se disent féministes, mais d'autre part, on le voit que ce soit dans la vie quotidienne en temps normal, j'ai envie de dire, et particulièrement lors du confinement, ce sont quand même elles qui assument principalement toutes les tâches et la charge mentale, que ce soit par rapport à la maison ou aux enfants. Pourquoi est-ce qu'elle ne renonce pas à cette mère mythique, cette mère idéale, cette mère sacrificielle? Et là aussi, comment on peut les aider à ne pas être parfaites? Alors, elle n'y renonce pas, mais aussi parce que nous sommes dans une société qui a de plus en plus construit ce merveilleux autour de la maternité. Moins on a fait d'enfants, plus on a estimé la nécessité de se sacrifier pour lui. Avec d'ailleurs des courants qui nous ont inquiétés, nous les féministes, dans l'idée de devoir retourner à la maison pour s'occuper de cet enfant qui occupait toute la place et qui ne pouvait ne rien faire sans sa mère. Et c'est véritablement la mère qui était pointée du doigt. Donc, à la fois, bien sûr, il y a la culpabilité qui appartient à la maternité. La mère pense que l'enfant se construit qu'à travers le lien qu'elle a avec lui. Bon, ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi le contexte dans lequel elle évolue. Et nous évoluons dans une société qui muselle les femmes. Mais contrairement à ce que l'on croit, la liberté est loin d'être acquise. C'est une liberté qui est très conditionnée par les représentations que l'on nous propose et dans lesquelles nous sommes priés de nous inscrire. Et dès que nous faisons un pas de côté, et nous le savons, hein, dès que la femme n'est pas celle attendue, elle est immédiatement attaquée. Donc ça demande aujourd'hui, d'ailleurs les féministes d'aujourd'hui sont courageuses parce que ça demande une prise de parole qui est loin d'être simple.
C'est effectivement, assez tabou et vous l'observez, au sein de cette association que vous avez fondée qui s'appelle donc, les Pâtes au beurre, une association qui existe, à Nantes et à Paris. C'est donc ces lieux d'accueil gratuits où vous recevez les familles afin d'essayer de favoriser un équilibre familial et aussi leur santé, psychique. Vous disiez que vous avez dû donc mettre en place un numéro de téléphone afin d'essayer d'être à l'écoute, de favoriser toujours ces liens créatifs auxquels vous faisiez référence. Néanmoins, que ce soit en cette période-ci ou d'habitude, en quoi est-ce que la famille a de véritables failles dans les sociétés que nous avons fondées? Alors, juste ces lieux d'accueil, les pâtes au beurre, existent aussi dans d'autres villes. Alors, je vais laisser, on peut aller voir sur notre site, mais nous nous sommes beaucoup multipliés. Il y a de nombreuses villes qui nous ont rejoints et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a vu nos collègues nous rejoindre. Euh, et sur la question de la famille, je ne sais pas si j'ai bien retenu l'ensemble de votre question. Ce que j'en entends, c'est que nous avons à la fois un désir de transformer cette famille et en effet, elle a certainement et elle a eu besoin et elle a encore besoin de bouger. C'est un mouvement, cette famille. Mais en même temps, ce n'est jamais simple de laisser des repères pour aller vers d'autres et de nouvelles constitutions familiales. Par exemple, les familles de même sexe, où il y a deux parents de même sexe, à la fois c'est une nécessité de dire mais il y a plusieurs façons de pouvoir être auprès d'un enfant, de l'aimer, de l'accompagner, d'être ses parents et en même temps ça soulève des questions que l'on a bien du mal à aborder dans la société. C'est-à-dire que dès que l'on veut évoquer la question, ça peut être, on peut parler de l'homoparentalité, ça pourrait être la monoparentalité, immédiatement on voit des débats extrêmement binaires. La famille nous fait véritablement, on est dans la conflictualisation immédiate. On est pour ou contre les choses. Vous voyez, on n'arrive pas du tout à rentrer dans la complexité des débats. C'est d'ailleurs pour ça que de très nombreux intellectuels se sont retirés d'un certain nombre de débats, parce qu'au final, on était accusé soi-même dans sa pensée propre au regard d'une proposition de « ce n'est pas si simple ». Moi, je suis la première à dire « ce n'est pas si simple ». Pour un enfant d'être élevé par deux parents du même sexe et pour autant, ça ne veut pas dire que j'y suis opposée, loin de là. Mais je souhaite, et je souhaite pour toutes les constructions familiales, qu'on ait le courage des adultes de regarder en face ce que chaque constitution implique, induit comme difficulté pour l'enfant, juste pour pouvoir l'accompagner dans ses besoins propres, juste pour qu'il puisse, lui, énoncer ces questions et qu'on ne les ferme pas en disant « mais c'est tout pareil ». On entend souvent « mais c'est pareil ». Non, ce n'est pas pareil. D'ailleurs, aucune famille ne se ressemble, aucune. Ce qui n'est pas pareil non plus, c'est la situation que nous vivons actuellement. On a parlé de l'impact sur les parents, mais il y a aussi un impact sur les enfants, puisque eux aussi se laissent atteindre évidemment par cette angoisse, l'angoisse de la maladie, de la mort, de ces nouvelles mesures d'hygiène qui fait qu'ils ne peuvent pas entrer en contact avec leurs petits copains comme avant. Vous qui nous expliquez aussi le déconfinement, quelles sont véritablement les séquelles que vous avez ressenties auprès de vos petits patients? Alors, je vais faire un léger détour pour répondre à votre question, puisqu'il y a quelques mois, j'ai rendu un rapport au ministre de la Culture que j'ai appelé une stratégie pour la santé culturelle et j'ai volontairement demandé à remettre ce rapport au ministre de la Culture pour rappeler que la santé n'appartient pas qu'au ministère de la Santé et qu'être en bonne santé appartient à notre culture. La culture des humains, la culture du récit, notre culture et notre capacité à entrer en relation les uns avec les autres. On perd de vue que nous sommes des êtres de relation. Et je me suis autorisée à parler de malnutrition culturelle dans notre pays d'opulence, en disant nos enfants d'aujourd'hui sont malnutris culturellement, c'est-à-dire malnutris dans les relations humaines. Nous ne leur parlons pas, ou peu, ou pas suffisamment. Nous leur faisons vivre un rythme
dans lequel l'enfance n'arrive pas à trouver sa place. Donc, nos enfants ont besoin que nous puissions les éveiller culturellement et artistiquement. Et je me suis engagée sur l'éveil culturel et artistique des tout petits, c'est-à-dire parlons-leur, accueillons-leur dans les lieux de culture. Les lieux de culture sont partout, ils sont aussi dans les parcs, dans la nature. Il n'y a pas d'un côté la culture, de l'autre côté la nature. Donc, mes petits patients ou les enfants que nous avons eus au téléphone, parce que certains enfants nous ont parlé, c'est des enfants qui ont été confinés avec cette malnutrition culturelle, c'est-à-dire peu nourris dans les relations. Des enfants qui ont peu de temps, par exemple, pour s'ennuyer. Ils ne savent pas s'ennuyer. On leur fait faire des choses. C'est ça la vie de nos enfants. Et puis tout d'un coup, ils sont enfermés, peut-être dans 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande maison avec un jardin. Et on leur demande de ne pas déranger, de ne pas faire de bruit, parce que papa et maman travaillent à côté. Alors que jusqu'à présent, on les a affaiblis dans leur capacité à supporter l'ennui, à faire émerger l'imaginaire de l'ennui. De cet ennui, bien sûr, va apparaître toutes leurs aptitudes à créer, à penser, à dessiner, à chanter, à jouer. Et en effet, nous avons assisté à des enfants qui ont été dans un premier temps très abîmés par cette situation-là. Je dis dans un premier temps parce que ça a été une conversation que nous avons eue avec les parents, de les amener à observer comment dans l'avant, puisqu'on parle de ce fameux avant, notre confinement, eh bien oui, on leur faisait faire des choses et que du jour au lendemain, on leur a dit « maintenant, ne me dérange pas, tu te débrouilles ». Ils ne savent pas faire. Et donc, observer. Pardon, et cette angoisse de la mort, vous l'avez ressentie chez eux? Elle est très présente. Alors la mort pour les enfants n'a pas forcément la même signification que pour nous les adultes. Rester immobile, c'est une petite mort. Hein. Donc les enfants, quand on leur demande de ne pas bouger, autant leur dire de mourir. C'est d'ailleurs une des questions aujourd'hui pour les maternelles. Donc la question de la mort pour les tout petits, elle a été en effet omniprésente dans le sens perte d'élan vital, plus comme perte de cet élan, c'est-à-dire c'est très mortifère. Quand on ne peut pas aller vers ses élans, sa volonté, son appétence à vivre, on est dans une petite mort. Pour les plus grands, la mort, en effet, a été très présente. Ils entendent beaucoup de choses aux informations. Ils entendent les parents appeler les copains, la famille. Ça a parlé énormément des risques, des morts, de la maladie. Et c'est des enfants, pour les enfants plus grands, qui se sont mis à avoir des angoisses, des angoisses nocturnes. Ils ont vu le coronavirus sous leur lit, ils l'ont vu dans leur purée, ils l'ont vu surgir sans arrêt. Voilà, il y a eu pour certains enfants, en effet, une grande anxiété autour de la mort, autour de la perte, qui les a énormément traumatisés. Oui, on peut dire traumatisés dans le sens d'une émotion trop grande pour être portée par leur appareil à penser. La famille, elle reste idéalisée dans nos sociétés, mais dans vos livres, vous abordez également les démons, les maux qui peuvent toucher les familles, à savoir notamment le déni de grossesse ou la violence intrafamiliale qui a beaucoup augmenté au cours de ce confinement. Là aussi, comment on peut aider ces familles-là? C'est véritablement la raison pour laquelle nous avons immédiatement mis notre numéro de téléphone au service des parents. En 48 heures, nous étions là parce que nous savons parfaitement que pour pouvoir diminuer la violence ou pour pouvoir la contenir, il faut pouvoir s'éloigner, il faut pouvoir se dégager de la relation avec celui avec lequel on est en train de démarrer un état de violence. Pouvoir téléphoner, c'est déjà mettre un temps d'arrêt, mettre une pause. Nous avons eu des appels téléphoniques avec des parents qui étaient dans une énorme bagarre, avec une violence verbale, et c'est parce qu'ils nous ont appelés qu'on a pu leur proposer de nous parler l'un après l'autre. Donc, vous voyez déjà de scander ces moments, de chacun parle, chacun son tour, de s'éloigner du téléphone pour qu'on puisse avoir un dialogue unique. Donc, les mots sont les meilleurs amis, bien entendu, pour pouvoir vaincre définitivement la violence.
On le sait, les linguistes nous l'ont dit et redit. Nous devons d'ailleurs entourer nos enfants de mots parce qu'on sait que moins on a de mots pour exprimer ce que l'on ressent, plus on tape. Et les parents peuvent dire, je lui ai dit, je lui ai redit, je lui ai dit 3 fois, je ne savais plus comment lui dire et je l'ai tapé. Voilà. Avec une culpabilité immense, dans une espèce de surgissement d'une part étrange de soi-même. Et en effet, la violence, pour la contenir, pour l'éloigner, il faut pouvoir mettre des mots. C'est la seule manière de pouvoir contenir. Et ces appels, enfin ces possibilités d'appels téléphoniques viennent évidemment prévenir la violence, y compris la violence ordinaire en famille. Est-ce qu'il y a un seul numéro de téléphone? Alors, nous avons mis le 02 40 16 06 52 en place pour l'ensemble des parents de France. Nous sommes là de 9h à 21h tous les jours de la semaine, le samedi matin. Et les jours fériés, nous sommes également présents et nous avons été présents pendant les vacances scolaires, mais là, il n'y en a plus, donc nous serons là en effet tous les jours. Dernière question, vous qui avez choisi ce métier qui vous passionne, vous observez dans le second chapitre, second volet de votre livre que nous sommes en plein déconfinement, mais que néanmoins on ne peut pas dire que la vie a vraiment repris comme avant. Vous qui exercez ce métier depuis tant d'années, qu'est-ce qui vous rend optimiste quant à la psyché humaine? Alors, ce qui me rend optimiste, c'est que nous avons tous des ressources. Peut-être que nous ne le savons pas, mais nous avons tous des ressources et nous avons tous une capacité à rebondir. Donc ça, c'est un point auquel j'assiste avec absolument tous ces parents et ces enfants qui viennent me confier leurs souffrances et leurs difficultés. Il me semble que le défi de demain, c'est celui-là. Alors, il va falloir qu'on ait le courage de le relever ensemble pour que justement nos enfants puissent vivre dans un monde dans lequel ils peuvent s'épanouir et puis nous aussi. Hein. Mais c'est sans doute la manière dont chacun vient me témoigner de ses ressources. Des fois, on peut assister dans le métier que j'occupe, on peut assister à des situations extrêmement difficiles et de voir le cheminement, de voir la capacité à cheminer et à dépasser pour chacun la situation de souffrance, c'est véritablement un vecteur d'optimisme très fort. Donc pour demain, il va falloir que nous puissions regarder en face ce que l'on vient de vivre, de ne pas avoir peur de nos démons, parce que si on en a peur, on n'y arrivera pas, de manière à pouvoir le dépasser. Eh bien, merci beaucoup pour cette note d'espoir. Merci Sophie Marinopoulos et surtout, portez-vous bien. Merci à vous, Cadène. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.